alors c'est facile, hein, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus, Arthur, Lewis et Guy. Première question d'ordre un petit peu... Alors, ils n'ont pas de micro, mais ils ont des vrais micros, hein, ne vous inquiétez pas. Première question d'ordre un peu général. Est-ce que quand on fait de la bande dessinée, l'idée de faire du cinéma d'animation en grand ou en petit, c'est un passage obligé, un Graal, un enfer, un plaisir, une commande, une obligation comment ça se vit? Pour moi, c'était un peu l'inverse, parce que moi, j'ai fait mes études en d'animation d'abord. Ouais. Donc, j'ai travaillé 10 ans dans la bande dessinée. Mais t'as pas l'accent québécois? Ouais, mais dans le film, tu avais l'accent québécois. Ouais, mais si je bois un peu, je peux leur poigner. Et donc, qu'est-ce que je disais déjà? Tu as commencé par l'animation. Là, j'ai travaillé 10 ans dans l'animation, et petit à petit, j'ai commencé à faire de la bande dessinée, des histoires courtes, et puis après, un album et 2 albums. Et à un moment, je me suis dit, je vais essayer de me concentrer que sur la bande dessinée, et c'est là que j'ai arrêté le dessin animé. Mais c'est pas un passage obligé. Parce qu'en l'occurrence, c'était un peu frustrant, ce travail collectif. Vous n'aviez pas l'impression de faire quelque chose pour vous, de vous, et que vous préfériez vous consacrer à un objet, si je puis dire, plus personnel? Bon, il y avait un peu ça, ouais, mais à l'époque où je faisais du dessin animé, j'avais pas envie de faire de la bande dessinée particulièrement. En fait, j'avais rien à raconter de spécial. Probablement parce qu'avec l'âge, voilà, j'avais peut-être un peu plus envie d'avoir des trucs personnels. Mais oui, une fois qu'on fait son propre graphisme, sa propre histoire, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'un peu plus artistiquement gratifiant. Lewis, votre... Alors c'est marrant, quand on voit le petit court-métrage, dès qu'on voit le type en slip, on sait que c'est vous qui a fait le... Oui, j'ai des copains qui m'ont dit, mais c'est pas mal ce que tu as fait, mais on ne reconnaît pas ton dessin. Et effectivement, c'est mon dessin, mais j'ai fait autre chose juste pour faire chier, parce que je suis un emmerdeur. On me pose aussi souvent la question, en fait, il y a Sfar qui fait du cinéma, il y a Riyad qui fait du cinéma, il y a Marjane qui a fait du cinéma. Quand est-ce que tu fais du cinéma? Je ne veux pas faire du cinéma, ça ne m'intéresse pas. Là, c'est juste un travail de commande qui a été fait. Je me suis dit, ça peut être marrant de faire ça de manière assez intime avec un copain, qui est Jean-Mathieu Tanguy, qui a co-réalisé avec moi et qui a fait toute l'animation. Mais pour ça, il fallait que j'aie un dessin vraiment très simple, où mon copain puisse faire ça en un mois. Et je ne voulais pas animer mon personnage animalier de base avec le bec et tout ça. Je trouve que c'était compliqué parce que j'ai l'impression qu'on est tout de suite confronté à des Disney, à des Pixar. Et je préfère partir de l'inverse en me disant, voilà, je vais faire un travail minimal au niveau du graphisme, de façon à ce que ce soit plus l'histoire qui importe. Quand vous dites confronter, ça veut dire qu'on comparerait votre travail à ceux de Disney et de Pixar? À partir du moment où tu as un dessin, moi j'ai un dessin animalier minimaliste, mais je veux dire, Disney fait de l'animalier aussi depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et si je vois mon personnage de Cacatoès qui marche dans l'esprit des gens, pas forcément on va comparer automatiquement, mais même inconsciemment on va dire, ah là comment il marche, ça va pas, c'est un peu cheap, c'est du flash, c'est pas du flash, et c'est pas ça que je voulais. Quand vous dites que ça ne vous intéresse pas, parce que le cinéma ne vous intéresse pas, parce que c'est un travail collectif et que vous êtes trop misanthrope pour travailler avec d'autres gens? Je suis misanthrope. Je ne suis pas forcément misanthrope, parce que si tu regardes au niveau de la bande dessinée, je suis l'auteur qui a le plus collaboré avec d'autres co-auteurs en tant que scénariste principalement. Donc j'aime bien les gens, mais en petit nombre. Donc s'il faut travailler avec plein de gens, non, ça ne va pas. Arthur, vous êtes donc passé d'un album à un long métrage. J'ai commencé quand même par l'animation. Par l'animation aussi, mais disons que le Zombilenium, c'est l'adaptation d'une BD. Est-ce que là aussi, c'était un passage obligé quand vous avez commencé les albums, vous dites tiens, je vais en faire un long métrage, ou complètement, c'était ça dès le départ? Oui. Enfin, c'est-à-dire, il y a. On va voir. Pardon, juste derrière vous passe quelques. Ah oui, il y a des images. Je crois qu'il n'y a pas quelques images. Il n'y a pas de bande-annonce, mais bon, il y a quelques images du film. Le film sort le 18 octobre d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et oui, en fait, à chaque fois que je démarre une BD, enfin, j'y pense en tant que dessin animé. Enfin, c'est-à-dire que j'imagine les personnages bouger, j'imagine les musiques même qu'il y aurait, comme dans la bande originale. Voilà, c'est vraiment tout un processus. Et je dirais que la BD, c'est un peu une certaine manière de faire de l'animation à défaut d'avoir une production ou à défaut d'avoir un producteur derrière, ce qui n'arrive malheureusement pas toujours, mais ce qui arrive parfois. Donc, et je trouve que ça se complète bien. Enfin, là, j'ai pu faire trois beaux albums chez Dupuis, et puis j'ai pu aussi faire le film. Et ça ne va pas m'empêcher de faire ensuite le 4e album, etc. Et un peu tu veux dire que quand tu fais une BD, tu le conçois presque comme un storyboard? Pas tout à fait, parce qu'un storyboard, c'est vraiment un truc particulier, parce que la BD, déjà un storyboard, c'est un dessin qui est vachement rough. Moi, je ne suis pas storyboarder, par exemple.
Mais c'est un peu comme une sorte de cinéma sur papier. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais moi, je le vois vraiment jouer avec les acteurs qui parlent, des personnages qui parlent, et voilà. Mais tu utilises quand même des ressorts propres à la bande dessinée qui sont les ellipses entre les Ah cases, bah oui, etc. oui. Donc, Oui, puis les cases n'ont pas toujours la même taille, ouais. etc. Oui, oui, donc est-ce qu'il y a évidemment, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est par exemple, il y a sûr. des choses que tu as fait dans les albums que tu n'as pas pu traduire en animation parce que justement, c'était que du ressort de la BD qui pouvait être lu de cette façon-là et c'était pas traductible. Bah, il y en a, oui, il y a certaines choses qu'on peut faire qu'en BD, mais il y a notamment des choses que j'ai essayé de faire en album, mais qui m'ont posé problème, notamment dans le tome 1, par exemple, il y a une scène où à un moment le personnage se regarde dans la glace et il est tout musclé, donc il se regarde, il est en train de se faire les pectoraux, il se sent sous les bras, il est tout content, il est viril et tout. Bah, ça m'a obligé en BD à faire 8 cases d'affilée. Là où, si ça avait été un dessin animé, ça aurait duré peut-être 10 secondes, mais ça aurait permis de mettre tout ça. Donc c'est vrai que finalement, je trouve que le dessin animé est quand même plus facile parfois que la BD, quoi. Ouais, par exemple, en fait, j'en discutais hier avec des copains. Un personnage qui cligne des yeux et quand on veut que ce soit signifiant, bon, on le fait en dessin animé, ça marche, mais en bande dessinée, on peut pas le faire. On ne peut pas faire une image comme ça, une image les yeux fermés, une image les yeux ouverts, parce que là on dit combien de temps il garde les yeux fermés, ça ne veut rien dire, donc il y a des choses qui sont faisables. Effectivement, donc généralement ce qu'on fait en bande dessinée, c'est qu'on fait une petite flèche, genre il cligne des yeux, ou cligne, ou un truc comme ça. Clic, ouais. Clic. Mais quand vous posez la question à Arthur, ça veut dire que vous avez l'impression que parfois des auteurs de BD font de la BD par frustration et en espérant qu'une chose, c'est que faire du cinéma, qu'il y a parfois une façon chez eux de ne pas complètement s'investir dans une bande dessinée. Je ne veux pas dire des méchancetés, en tout cas ça ne concerne pas du tout Arthur, mais il y a des bandes dessinées qui pour moi sont clairement des storyboards de téléfilms. Parce que ça pourrait être passé sur TF1 le dimanche soir et puis ça n'apporte rien du tout, quoi. Donc, mais en même temps, pourquoi pas, hein, moi ça ne m'intéresse pas en tant que lecteur. Mais, voilà. Les spécificités, alors vous parlez effectivement, c'est la grande théorie, hein, tout ce qui se passe entre deux cases, c'est ce qu'il y a d'important dans les bandes dessinées, c'est là où on voit l'auteur se dévoiler dans cette espèce d'ellipse un peu, ou dans ce no man's land de l'entre-deux cases, alors qu'au cinéma, par définition, il n'y en a pas. C'est vraiment ça la différence entre raconter une histoire en animation et raconter une histoire en BD? Pas du tout, Eric, pas du tout. Mais je savais bien que vous alliez me répondre ça, mon cher Lévi. Quelle que soit ta question, je veux dire pas du tout, et je trouverai une vraie raison. Pour moi, c'est un travail très différent parce qu'en tant qu'auteur de BD, on a la charge de faire oublier au lecteur qu'il fait l'effort de lire. Au cinéma, le spectateur est passif. De temps en temps, il y a des choses où il doit un petit peu réfléchir, qui est peut-être le coupable s'il a le temps d'y réfléchir, mais il est assis, puis le truc se déroule devant lui. Là, le lecteur est actif parce que il va lire la case, de case à case, de bulle à bulle, et il faut complètement l'hypnotiser. Il faut lui faire oublier qu'il est en train de faire cet effort-là. Et si dans notre travail d'auteur, on est un peu paresseux, on fait un truc un peu maladroit ou pas compréhensible, le lecteur sort du jeu et il dit qu'est-ce que c'est, il revient en arrière et là on a raté notre coup. Donc pour moi c'est ça la grosse différence. Guy, vous êtes... C'est quoi la question déjà? Ah bah non, mais je ne répète pas les deux questions, déjà qu'elle n'était pas... Mais je ne savais pas que c'était important l'espace entre les... J'apprends plein de choses en fait. C'était la spécificité du récit en fait, puisque c'est aussi le thème de la rencontre entre le cinéma, même si vous disiez tout à l'heure, plus supervisé le petit film qu'on a vu qui fait partie des Chroniques du Mauvais Père. Comment est-ce que vous avez appréhendé cette adaptation? Cette supervision. Oui, c'est un peu spécial parce que je n'ai pas préparé un court-métrage en me disant « Ah tiens, qu'est-ce que je peux faire comme idée de court-métrage ?» Donc dès le début, on s'est orienté vers les histoires courtes que j'ai fait avec le Guide du Mauvais Père. Donc j'ai pris la première et on l'a adaptée. Donc j'avais l'impression de revenir un peu dans le temps parce que c'est une histoire que j'ai fait il y a un moment et ça, c'était pas hyper top comme sentiment. Après, c'est pas moi qui l'ai animé, donc je l'ai juste réalisé. Et c'est un film de 3 minutes, mais c'est affolant de voir le temps que ça prend. Bon, c'était pas du 9 à 5 parce que ça s'est fait de façon un peu pointillée. Mais voilà, c'est surtout un processus qui est très très long en fait. Faire de la bande dessinée, c'est quand même beaucoup plus rapide. Ça dépend quel style on fait, mais Arthur a fait 3 albums donc de Millennium que j'aime beaucoup. Et là, tu as passé quoi, 5 ans à faire un film? 5 ans, oui. Donc on attend la suite de Millennium depuis 5 ans. De Zombie Millennium, pardon, excuse-moi. Oui, ça me va aussi.
Et j'ai pas fait autant de ventes que Millennium, mais oui, non, mais là je vais m'y mettre justement à la rentrée. On vous le souhaite. Oui. Bon. Et c'est la liberté qu'on a aussi quand on fait de la BD. C'est-à-dire que moi, demain, si j'ai envie de faire n'importe quel genre de bande dessinée, ben voilà, je mets à ma table de travail, puis je fais une bande dessinée science-fiction si j'ai envie. Alors que l'animation, voilà, faut passer des mois à convaincre des gens que c'est une super bonne idée de faire ce récit. Et on passe beaucoup d'énergie qui est pas vraiment dans la création. Et ça, Arthur pourra en témoigner. C'est ça qui vous empêche. C'est difficile. Guy, pardon, maintenant que vous êtes un auteur et maintenant que vous savez quoi dire, puisque il y a 20 ans vous ne saviez pas, mais maintenant vous le savez et puis vous êtes un auteur reconnu, l'envie du cinéma vous a pas rattrapé plus que ça finalement? Pas trop, parce que justement j'ai travaillé en dessin animé, donc je sais ce que ça représente et de m'investir pendant 5-6 ans sur un film, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui m'intéresse. Au-delà de... Non, je préfère faire 3 BD que faire un seul film en fait. Donc c'est pareil, s'il fallait faire une série avec le guide du mauvais père, il faudrait que j'y passe beaucoup de temps. Je préfère m'asseoir à ma table et faire quelques albums. Il y a vraiment une légèreté, une liberté de création dans la BD qui est assez inégalable et ça pour moi ça vaut de l'or. C'est ce que je remarque aussi quand je vois mes copains qui font du cinéma. Dès qu'ils ont fini un film, ils sont contents de voir leur film, mais ils sont encore plus contents de reprendre leur crayon et de faire des bandes dessinées, parce que c'est un espace créatif incomparable. Ils font vraiment ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et c'est vrai que la bande dessinée, tu prends un papier, un crayon, tu prends un téléphone, tu prends le truc en photo, tu le mets sur les réseaux sociaux, c'est fait en 2 secondes. Il n'y a pas besoin d'avoir la permission de producteurs et de diffuseurs pour le faire. On pourrait imaginer aussi que la frustration qu'ils connaissent quand ils font un film pendant 5 ans les aide à créer encore plus mieux et d'une façon plus intense quand ils reviennent à la bande dessinée. On verra ça avec le tome 4. Voilà. Justement, le fait de passer 5 ans, ça vous a pas... Alors en général, c'est un peu ça, entre 3, 5, 6, 7, c'est même parfois plus long que 5 ans. Cette perspective-là ne vous a jamais empêché de vous lancer dans ce projet-là? Alors non, parce qu'en fait déjà, bon, faut dire qu'on a... Oui, si vous mettez votre bras devant votre... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié mes petits tétons. C'est vrai qu'on a... Enfin, nous, on a eu quand même vachement de chance avec mon co-réalisateur Alexis, c'est qu'on avait quand même un producteur qui a défendu bec et ongle Zombielenium devant tous les gens qui ont financé le film. Ce qui n'est pas toujours le cas, c'est parfois, plus il y a de financement, plus il y a de gens qui donnent leur avis et qui demandent de changer des trucs. Ça peut être la couleur des cheveux, ça peut être d'enlever les tatouages d'un tel, ça peut être même de changer la fin, de changer le début, le milieu. Et nous, c'est vrai qu'on a... on a quand même on a eu du bol à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas eu à se battre. On a vraiment on a raconté ce qu'on avait envie de raconter. Ça a pris du temps. Et surtout la chose qui m'a vachement rassuré, quand je travaillais dans la BD, en fait, j'étais persuadé que c'était carrément mieux tout le temps parce que en fait, on était seul maître à bord et qu'on n'avait pas de compte à rendre. Et j'étais persuadé, je ne sais plus quel auteur disait ça, mais quand un travail est fait par plusieurs personnes, la qualité est divisée par le nombre de personnes. Je ne sais plus si c'est Desproges qui disait ça ou quelqu'un, je ne sais plus. Mais qu'en gros, plus un travail est personnel et mieux c'est. Bon, et j'étais vraiment complètement persuadé que c'était le cas. Et en fait, le fait de travailler sur ce dessin animé m'a finalement appris que le contraire était vrai aussi et qu'on pouvait aussi tirer parti des autres gens qui travaillent dessus, qui pouvaient aussi amener des idées. Nous, c'était surtout les storyboarders. Moi, c'est les storyboarders qui m'ont vraiment épaté parce qu'ils étaient 3, ils ont tous trouvé des idées géniales et évidemment, on en discutait, on disait oui, non, mais c'est vraiment un travail collectif. C'est comme si j'avais créer des jouets et que je les invitais à venir s'amuser avec et puis au final ça faisait un long métrage. Enfin, c'est facile à raconter comme ça a quand même duré 5 ans, c'était parfois très dur, mais... Tu as quand même eu de la chance effectivement d'avoir des financements assez rapidement. En fait, oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu à se battre et c'est vrai, comme disait Guy tout à l'heure, parfois c'est un peu désespérant parce qu'on passe plus de temps finalement à trouver des financements et à essayer de convaincre les gens, et parfois, moi, ça m'est arrivé pour un court-métrage où j'ai mis 3 ans à financer le truc, et au bout de 3 ans, j'étais plus dedans. C'est-à-dire, j'avais même plus envie de le faire. Donc, je l'ai finalement fait. C'était mon 2e court-métrage que je pense que personne ne l'a vu, et tant mieux. Et en fait, et du coup, il était raté, quoi. Bon, parfois, il faut faire des trucs ratés aussi. Mais... J'ai vu une interview d'Orson Welles il y a 1 an qui disait... Qui a fait assez peu de cinéma d'animation quand même. Qui a fait très peu de cinéma. Oui, mais le cinéma d'animation, c'est des budgets quand même assez conséquents. Et il disait qu'il regrettait d'avoir fait du cinéma parce qu'il a passé 80% de son temps à chercher de l'argent et que si c'était à refaire, il ne le referait pas.
Enfin, il dit ça pour la fin de sa vie, parce que toute sa première période de Citizen Kane aux années 50, ça allait encore. Par rapport en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, le plaisir que vous avez pris au film Zombie, c'est réadapter vos albums, en fait. Oui, alors en fait, c'est de repartir, de partir d'un schéma et de changer des personnages, c'est un peu ça. En fait, on est reparti de l'univers, en fait, donc du parc, de toute la campagne environnante, vraiment de l'univers, en gardant aussi les personnages principaux. Par contre, on a changé le personnage principal, Aurélien, qui est devenu Hector. Ça, c'est vraiment pour des raisons de scénario, et puis parce que pourquoi spécifiquement, par exemple, pour ceux qui connaissent, j'imagine, et les albums et le film. Bon, déjà, on voulait pas raconter ce qu'il y avait dans les BD, parce que je trouve que c'est pas très intéressant d'être redondant. Enfin, je veux dire, l'histoire, elle existe déjà dans la BD, donc ça sert à rien de raconter la même chose. Et puis aussi, alors ça, c'est pour Lewis, on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est aussi peut-être un truc propre à justement la passivité du spectateur de cinéma par rapport au lecteur de BD, qui est peut-être plus actif quand il lit, et qui peut-être pardonne certaines incohérences. Je pense notamment à Aurélien, le héros de Zombieillennium, la BD, qui est un personnage en fait qui est assez passif, qui est assez qui est un peu lunaire, et qui finalement on ne sait pas trop ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il est très bien pour la BD, c'est-à-dire il a un côté un peu tête en l'air, on ne comprend pas trop pourquoi il s'évade pas, on ne comprend pas trop pourquoi il se révolte pas. Mais je dirais ça passe parce que c'est des albums qui font 40 planches, donc il y a d'autres choses à raconter que les états d'âme du héros. Alors que là, un film, on ne peut pas se permettre d'avoir un personnage comme ça. Il faut vraiment que le personnage, on se dise au début, mais pourquoi il s'évade pas? Donc on a essayé de le faire s'évader. Mais pourquoi il s'évade? Ah bah tiens, il a une fille qui est dans le village d'à côté. Et puis finalement, pourquoi il revient dans le parc? Et puis pourquoi il se met à travailler comme un malade alors qu'il pourrait se contenter juste de rester dans sa piole toute la journée? Donc il fallait répondre vraiment à toutes ces questions. Et c'est vrai qu'on s'est fait des nœuds au cerveau pendant les 2 années qu'ont duré l'écriture, pour que vraiment le scénario, qui ait plus d'ambiguïté, que ce soit vraiment au couteau, et que du coup le spectateur puisse vraiment profiter de l'histoire. Et ça, c'était vraiment la partie la plus dure. Il y a une sorte de schizophrénie après, en tant qu'auteur, quand tu as créé un univers, mais qu'il y a 2 réalités dans ton univers. Pour moi, elle se chevauche. On peut considérer par exemple que ce qui se passe dans le film est antérieur à la BD, par exemple. D'ailleurs, il y a des personnages du film que je vais faire revenir dans le tome 4. D'accord. Spoil. Vous voulez dire par là que c'est le médium, bande dessinée ou cinéma, qui induit le type de récit, la façon dont on va raconter les histoires, en tenant compte de aussi la façon dont le spectateur ou le lecteur appréhende ce type de récit spécifique? Je pense qu'il y a il y a un peu des modes. Par exemple, typiquement dans la BD franco-belge, donc ce qui est le cas de Dupuis, par exemple, donc on est tous quand même assez influencés par ça. C'est vrai j'ai remarqué qu'on partait souvent du principe que le personnage principal était d'entrée de jeu quelqu'un qui était bon, qui avait des valeurs morales, et qui dès le début se levait le matin et allait je sais pas, sauver un tel ou faire le bien, voilà. Et ça, c'est une chose qui dans le cinéma, même le cinéma d'animation, qu'on voit moins. Je trouve que c'est pour ça que nous, très vite, on a décidé que le héros, par exemple, au début, était un enfoiré, que Gretchen, la sorcière, au début, était une peste, et que en fait, c'est le film qui allait les faire changer. Et ça, c'est aussi, je pense, peut-être une question de tendance. C'est une question qu'on se pose pas, j'ai l'impression, en BD. Le héros est assez constant, finalement, d'un album à l'autre. Peut-être parce que c'est feuilletonnant, peut-être qu'il y aura d'autres albums qui vont suivre. Donc on se dit, on va pas les faire évoluer, parce qu'ils vont après arriver à un point, on pourra pas les faire redescendre. Donc voilà. Alors qu'un film, nous, on a considéré ça comme vraiment une histoire complète, avec des personnages qui sont plus les mêmes au début, au milieu, à la fin. Donc je pense que c'est peut-être aussi une différence, surtout avec la BD, quoi. Je pense que c'est effectivement ce que tu disais, c'est surtout dû au fait que vous soyez plusieurs intervenants sur le scénario, et que le fait qu'il y ait des points de vue différents, c'est pas l'auteur qui souvent sort de l'adolescence, il commence à faire des petites BD dans son coin, qui va faire un petit peu des canevas un peu habituels, année après année, et décennie après décennie. Ouais, oui, puis surtout quand on fait une série de BD, on sait pas vraiment jusqu'où on va, donc on sait pas jusqu'où on peut faire évoluer le héros. On peut le faire évoluer pour même le faire devenir un méchant à un certain moment. Donc il y a plein de possibilités, mais là, c'est vrai qu'il fallait être assez carré quand même.
Mais c'est ça ce qui vous embête dans le cinéma d'animation, Lewis, cette prééminence parfois trop forte de la péripétie absolue, d'être tout le temps dans le mouvement, de remplir les cases, si je puis dire, de remplir les vides, les blancs, d'être... C'est aussi ça qui... C'est pas une question de péripétie, moi, c'est plus une question de concours de beats. Excusez-moi, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent montrer qu'ils vont faire un truc d'animation incroyable avec des nouveaux effets spéciaux, avec des nouveaux systèmes pour faire des trucs de brouillard, des trucs de 3D, je ne sais quoi, et qu'on oublie le fond, c'est-à-dire avoir des personnages et avoir une histoire et avoir des relationnels. Donc, mais ça pour le cinéma aussi, pas que l'animation. Hein. Donc voilà. Guy, vous êtes d'accord avec... Bah, oui, quand on va au cinéma, souvent, plus il y a d'effets spéciaux, moins le scénario est fort. Et voilà, ça se confirme régulièrement. Quand on vous demande d'acheter les droits d'adaptation d'un album ou quand on dit que, enfin, quand des producteurs sont intéressés à faire un cinéma d'animation, quelle est votre première réaction? Vous dites je vais toucher un chèque, je vais pouvoir m'investir dans le cinéma, je vais pouvoir être connu dans tous les pays du monde si le film est un succès. C'est quoi le... Enfin, moi, c'est des situations un peu particulières parce qu'on m'a proposé d'animer Chronique Birman et Chronique de Jérusalem où je me dis moi avec mes enfants et ma compagne. Donc j'ai le choix soit de dire oui et puis je vais réaliser le truc pour essayer de contrôler parce qu'au final c'est quand même moi qui va être là et qui va parler. Et, ou de laisser... C'est obligatoire, vous n'avez pas du tout envie de laisser en disant ben, je l'ai fait et puis... Voilà, ou le deuxième choix c'est de le laisser faire par quelqu'un. Mais là comme justement au final ça va être moi qui va être là et si je me promène dans les rues de Jérusalem, j'ai envie quand même de contrôler ce qui va se passer avec mon image à la fin. Genre, s'il veut te faire marcher à cloche-pied dans les rues de Jérusalem et que tu n'avais pas envie. Oui, à Yad Vashem. Donc voilà, ça serait assez difficile. Du coup, voilà, on m'a proposé d'animer Chronique Birman et Chronique de Jérusalem. J'aurais dit, je crois que c'est une mauvaise idée, ça ne ferait pas un bon film. Et voilà, je n'ai pas signé parce que je ne veux pas que ça soit adapté. Pourtant, sur Pyongyang, tu avais signé. Oui, parce que là, c'était une adaptation, pas animation, c'était une adaptation prise de vue réelle. Donc, disons que la différence est évidente, parce qu'on passe d'une BD, et même le lien serait assez dur à faire pour des gens qui ne connaissent pas. Donc, ça m'allait, surtout que la proposition venait du gars qui a fait Les Pirates des Caraïbes. Donc, Gore Verbinski. Oui, donc d'être adapté par le gars qui fait Les Pirates des Caraïbes. J'aurais bien aimé voir ça un jour. Tu as fait aussi Rango d'ailleurs en cinéma d'animation. Oui, il avait plutôt réussi. Il avait gagné l'Oscar avec ça. Et oui, donc il connaît l'animation parce qu'il a commencé avec l'animation, lui, un peu. Bon, voilà, ça aurait été intéressant comme projet. En fait, une adaptation live, vous dites OK, enfin en chair et en os, c'est quelque chose qui vous dérange moins en tout cas que... C'est normal, quand on est auteur de bande dessinée, on a fini par se créer un style de dessin, de graphisme, d'écriture, et c'est nous, c'est-à-dire que le graphisme, c'est nous, et si en plus on fait une autobiographie, c'est nous, c'est doublement nous. Donc le fait d'être représenté avec notre dessin au cinéma, c'est pas un double vol, mais il y a un double risque d'être en deuil, en tout cas. Et quand on fait une bande dessinée comme Chronique de Jérusalem, qui a eu un gros succès, ben voilà, il y a plein de gens qui viennent pour l'adapter parce qu'eux peuvent profiter de ce gros succès en faisant un film qui peut surfer là-dessus. Donc c'est un peu facile quand même. Alors je me méfie beaucoup. Mais bon, quand ça vient de Gore Verbinski, voilà, il n'a pas de besoin de moi pour avoir un succès. Donc c'était plutôt rigolo. Mais Lewis, si on vous demande de Lapino en live, vous dites oui, donc du coup, c'est ça? Non. En fait, j'ai pas trop envie d'y réfléchir. On nous a proposé sur Donjon, et comme Donjon c'est un truc très compliqué avec des choses qui se passent dans le passé loin, dans le futur loin. C'est la grande série que vous avez lancée avec Joanne Spar. Donc avec Joanne, Joanne était ah ouais super, on va faire ça. Moi je lui dis non, pour faire un film au cinéma pour raconter Donjon, ça veut rien dire. À la limite, il faut faire 3 séries télévisées en parallèle, mais pas un film, donc ça vaut pas le coup. Par contre, moi je suis comme Guy, si on devait adapter mes histoires autobiographiques, c'est non, quoi. J'ai pas envie. C'est surtout pour une question de confiance et de contrôle. J'ai pas envie de passer du temps là-dessus. Souvent, j'ai des auteurs. Il y a Pétillon qui disait on a adapté l'affaire Corse. Ça m'intéressait pas de m'occuper de ça.
Dargaud s'est occupé de gérer les droits, j'ai touché l'argent. Eux, ils ont fait en live avec Jean Reno et Christian Clavier. Voilà. Et donc c'est un point de vue, c'est genre voilà, qui le fasse, et de toute façon ça ne touche pas à mon œuvre. L'œuvre est initiale et c'est elle qui va perdurer, et le public sait faire la différence entre l'œuvre originale et l'adaptation. Or, je ne pense pas que ce soit forcément vrai. L'œuvre originale, même pour un succès comme l'affaire Corse de Pétillon, je crois qu'il en a vendu 150 000 ou 200 000 exemplaires. On va au cinéma. Je pense qu'avec Clavier, ils ont dû faire plus d'1 million, oui. 1,5 million. 1,5 million d'entrées, donc beaucoup plus. Puis après, c'est passé à la télévision plusieurs fois. Donc il y a eu peut-être 7 millions de personnes en tout qui ont vu l'affaire Corse et qui, pour eux, c'est le truc original de Pétillon. Si jamais ils lisent entre les lignes que c'est d'après Pétillon et l'affaire Corse elle-même, le livre, ça vaut rien. Enfin, c'est plus du tout prééminent. Alors c'est assez spécifique d'ailleurs des auteurs de bande dessinée de dire que une adaptation animation n'est peut-être pas ce que vous voudriez parce que le manque de contrôle et tout, alors que les romanciers eux-mêmes, enfin les romanciers sans dessin, si je puis dire, laisser ça à un producteur et le fait que ce soit adapté, qu'ils le trahissent, ça ne les dérange pas du tout, alors que vous, apparemment, c'est quelque chose qui vous frustrerait. Des fois, il y a le dessin en plus, c'est ça? Des fois, ça les dérange pas mal. Il y a des auteurs qui ont des adaptations. Et oui, enfin, la plupart du temps, un mec comme Simenon, par exemple, ça ne dérangeait pas du tout, mais la plupart du temps, les romanciers sont assez d'accord pour laisser leurs livres être trahis même par les producteurs ou les réalisateurs. Parce que les romanciers ne gagnent pas du tout d'argent dans leur milieu, c'est des pauvres gens, alors que nous, en bande dessinée, on gagne tellement d'argent, on n'a pas besoin de récupérer 100 000 euros en plus. C'est toujours ça. Guy, pardon. Mort, il n'est pas trop fan des adaptations cinématographiques. Bon, il ne fait pas du roman, mais c'est un scénariste. Et lui, il ne veut rien savoir avec les films. Il ne va même pas les voir, d'ailleurs. Oui, il n'était pas satisfait des Watchmen. Oui, et puis il ne veut pas que son nom apparaisse à l'écran. Et il veut même pas, d'ailleurs, toucher l'argent qui vient des films. Donc là, il va jusqu'au bout de sa logique. Oui, où on prend Bill Watterson, qui a tout fait pour éviter quoi que ce soit par rapport à Calvin et Hobbes, pour que ce soit adapté ou même faire du merchandising, parce que pour lui, son univers, c'est les strips qui paraissaient dans les journaux et les recueils qu'il y avait, point final. Donc on peut parler de rigidité morale, de bêtise, ou au contraire quelque chose d'exceptionnel. C'est une question de point de vue. Je ne pense pas qu'il y ait de loi ou quelqu'un qui peut dire qui a raison et qui a tort là-dessus. Après, c'est chaque auteur qui va se gérer lui-même en se disant est-ce que j'ai envie, j'ai pas envie, est-ce que j'ai besoin d'argent, pas besoin d'argent, est-ce que je fais confiance, est-ce que je fais pas confiance. Moi, je prends par exemple, j'aime bien donner des exemples comme Zep sur Titeuf. Il vendait plus d'1 million d'exemplaires par bouquin. Il a passé 2 ans à être réalisateur et à faire une adaptation de Titeuf au cinéma, et il y a eu 1 million de spectateurs. Je pense que pour lui, je ne sais pas si c'est un échec ou pas un échec pour lui, mais moi, vu de l'extérieur, je me dis il aurait mieux fait de passer 2 ans à faire 2 albums de plus plutôt que de faire un film. Mais en même temps, lui, de son côté, je pense que s'il ne l'avait pas fait, il aurait regretté de ne pas avoir essayé, etc. etc. Mais c'est un peu comme si on disait la bande dessinée, c'est moins bien que le cinéma. Il faut valoriser la bande dessinée en faisant du cinéma. Tant qu'on fait que de la bande dessinée, on joue dans le jardin d'enfants, mais il faut grandir. Et je ne suis pas d'accord avec ça, en fait. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, c'est 2 univers différents. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je sais qu'il y a Christophe Seran qui est là, parce que je l'ai vu, je ne sais pas s'il est toujours là. Oui, il est là, toujours? Là, il y a une question. Ah oui, là. Voilà. Attendez, on va vous donner un micro, monsieur. Bonjour, je voulais savoir s'il y a des adaptations de BD en dessin animé que vous avez déjà vues et appréciées et reconnu la qualité d'adaptation. En France, en tout cas, je vais répondre en premier si vous avez des trucs à dire, allez-y. Mais en France, au niveau des adaptations, c'est pas souvent top. Je me souviens qu'il y a eu les Bidochons qui ont été adaptés, par exemple, en live. Tu parles d'adaptation en dessin animé ou en live? Peu importe.
Tintin, c'est une catastrophe en série. Tintin, Quand on aime les Tintins, qu'on voit la série Tintin, et que malheureusement les enfants aujourd'hui ils voient Tintin par la série, c'est juste vraiment dommage que ça existe. Par le film de Spielberg. Ah oui, ça je l'ai pas vu. Oui. Et après, dans le même genre, Corto Maltese, quand on aime Corto Maltese et on voit les films, il y a quand même des qualités, parce que c'était travaillé sur un long métrage, mais ça s'est terminé en Corée du Nord, je suis là pour le prouver. C'était quand même pas terrible à la fin. Moi, j'aime bien l'idée de Pascal Rabaté, qui est un auteur BD et qui a fait aussi des films, qui a adapté Ibicus, et qui est un roman méconnu et qui est même un roman moyen, mais il l'a fait en disant il y a une bonne trame, il y a un truc bien, et je vais en faire quelque chose de mieux. Je trouve que c'est bien d'adapter quelque chose pour le magnifier, plutôt que d'adapter quelque chose qui est connu, parce que c'est rassurant pour les producteurs et qu'ils vont faire du fric avec. Mais il peut y avoir des bonnes adaptations en bande dessinée. Il y a quelques adaptations de Marvel aux États-Unis qui sont chouettes. J'ai pas vu. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, l'adaptation des Snoopy, les spéciaux d'Halloween et de Noël et tout ça. Je les ai pas revus depuis, hein, mais j'en gardais un souvenir vraiment ému. Et je crois que Schultz avait travaillé dessus avec son copain qui faisait l'animation. La musique était absolument fantastique. Et ça me paraît le seul exemple qui me vient à l'esprit. Moi, j'avais eu un petit cours aussi de Sampé qui a été adapté de Marcelin Caillou, oui. Qui était formidable. Oui, je connais le réalisateur. Parce que, très bien fait. Oui, d'un point de vue de finesse de train, d'élégance, c'était. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit Charlie Brown et Schultz, eh ben, ils le font en 3D. Il y a des extraits. J'ai vu l'autre fois qu'ils vont passer le film ici. En 3D, c'est dommage. Oui, mais est-ce qu'en disant ça, on passe pas pour des vieux cons? Genre, nous, à notre époque, on disait des trucs, c'est ça la vraie chose. Lewis, vous n'êtes pas si vieux. Est-ce que, non, mais on peut aussi se dire, d'un point de vue pragmatique... C'est juste moche, ça aurait pu être... mais les gamins, ils vont pas ouvrir les recueils de Spirou, de Snoopy, et c'est le seul moyen d'accéder au truc. Peut-être que c'est pas si mal, peut-être qu'il vaut mieux ça que rien. Je sais pas. C'est comme le Petit Prince en 3D. Petit Prince en 3D, oui, non mais... Non, moi, voilà, c'est ça, ce que je voudrais vraiment dire, c'est faut pas le faire. C'est vrai qu'on peut imaginer, en raisons. étant optimiste, que ça va faire un cercle, c'est-à-dire qu'on va commencer, ou certains spectateurs, par le film, et puis après, éventuellement, revenir à l'œuvre originelle. Et dans ces cas-là, c'est pas si mal. Oui, pourquoi pas, ouais. Mais après, on peut aussi faire des animations qui vont être jolies et qui vont inspirer un peu plus pour aller voir le film, parce que si on voit le Petit Prince en 3D, on va pas aller se précipiter sur l'album. Enfin, l'album, le roman. C'est un peu surfait, en plus, le Petit Prince. Non? Ils vont aller voir celui de Johan. Arthur, quand vous faites un long métrage d'animation, vous pensez à d'autres films? Vous avez un peu des modèles ou c'est uniquement votre album et sur l'esthétique, le visuel, le rythme, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des films comme ça qui vous venaient en tête quand vous travaillez? On en parlait justement, on en parlait ce matin lors d'une interview avec Alexis. Forcément, on a dans la tête plein de films qui ressortent. Par exemple, pour ceux qui ont vu le film hier, il y a quelqu'un évoqué aujourd'hui La folie des grandeurs à la fin, avec Alice Sapritch qui poursuit. Et en fait, mon temps. En fait, on était. Il y a la même scène à la fin du film. Bon, c'est avec deux autres personnages, mais on n'y a même pas pensé. Mais il y a tout le temps des scènes comme ça. La scène où, par exemple, Francis, le directeur, fait visiter à Hector les coulisses du parc. C'est exactement Brésil, quand il y a le gars qui marche super vite avec plein de bonhommes qui marchent derrière lui et la caméra qui recule. Bon, et ça, ça fait partie des clichés qu'on a dans la tête et ça, c'est vraiment l'un des plaisirs d'ailleurs de pouvoir les mouvements de caméra. D'ailleurs, c'est 2 séquences avec un mouvement de caméra. Donc évidemment, on recale plein de trucs qu'on a vus à droite à gauche et qui font partie presque de l'inconscient collectif, quoi. Mais toi, à part Zombillenium, est-ce qu'il y a des adaptations de BD qui t'ont fait plaisir à voir? Oui, j'ai pas répondu à la question. J'avoue qu'il n'y en a pas des masses. En fait, la question, c'est pourquoi les gens font ces adaptations. Moi, c'est la question que je me pose à chaque fois. J'ai bien aimé, par exemple, le Astérix de Astier et Clichy. Qui était vraiment chouette parce que c'était un peu comme celui de Chabat, c'est-à-dire que ça apportait quelque chose en plus. Les Olympiques, c'est ça? Non, c'est pas ça, le domaine des dieux. Domaine des dieux, ouais. Oui. Et ça a apporté quelque chose et ça pouvait faire aussi ce dont tu parlais, c'est-à-dire peut-être aussi faire aimer Astérix à une nouvelle génération. Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a eu un travail d'auteur avec une personnalité qui s'est
empoigné le travail d'un autre auteur, Voilà. mais qui ne l'a pas retranscrit tel que l'auteur de base le faisait, mais qui l'a réadapté à sa sauce. Oui, c'est ce qu'on dit sur le Shabbat et sur le Shabbat. Voilà. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est à la fois hommage et trahison. C'est ça. En fait, c'est plus intéressant quand on essaye de trahir que quand on essaye d'être fidèle. Exactement pareil. Bah, c'est exactement ce qui se passe avec, par exemple, j'ai vu passer une série, je ne sais pas si c'est web ou TV, sur Gaston. Bon, moi, j'ai jamais imaginé qu'on puisse adapter Gaston en quoi que ce soit, et c'est vrai que là, bah forcément, je me suis posé la question, mais pourquoi en fait, à quoi ça sert? Le Astérix, ça apporte vraiment quelque chose en plus. Ils vont même jusqu'à trouver des nouveaux codes, par exemple les bastons dans Astérix. Voilà, c'est un nuage avec des poumes, des pafs qui sortent et tout ça, avec des poissons qui s'en vont du truc. Et ben là, ils ont réussi. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils ont réussi à reproduire ça avec le style un peu 3D du film, et ça rend pas si mal. Je trouve que les bagarres dans l'Astérix de Louis Clichy sont vachement bien, par exemple. Mais bon, par contre, c'est vrai qu'il y a parfois des exemples d'adaptation qui me laissent un peu pantois, quoi. Où je me dis, mais pourquoi ils font ça? Et j'attends de voir Valérian, j'attends d'en voir aussi un petit peu pour voir ce que ça donne, quoi. Ouais. Valérian de Luc Besson. Est-ce qu'il... Madame, vous avez un micro ou... Non, pas de questions aux gens qui sont au milieu, c'est trop compliqué pour les micros. Bonjour. C'est une question pour tous les trois. En fait, vous êtes tous les trois des super grands raconteurs. Et donc, j'en profite pour vous poser une question. Quand vous écrivez principalement de la BD, à quel moment vous vous dites « Ah non, là, il faut que j'arrête, je deviens chiant ». Oui, ça a une réponse qui lui brûle les lèvres, mais... Parce qu'on devient forcément chiant quand on écrit de la BD, c'est ça que tu veux dire en fait? Non, je veux dire, quelle limite vous vous mettez, à quel moment vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de raconter n'est pas forcément intéressant? Enfin, je sais pas, j'imagine qu'il y a des moments... Dans nos albums, quel moment chiant on aurait pu éviter? Non, mais justement... Il n'y en a pas, justement. Mais justement, c'est pour ça que je me dis, à un moment dans le processus d'écriture, forcément, vous vous dites, peut-être que là, je fais fausse route. C'est plus un processus de lecture, parce que moi, je fais lire mes trucs à Lewis, et il me dit, là, on ne comprend pas, ou là, c'est chiant, et après, soit j'adapte ou j'adapte pas. Comme je connais bien, je sais à peu près ce qu'il veut dire. Mais je fais ça avec beaucoup de gens. Chaque fois que je fais un album, à un moment, il y a toujours des endroits qui peuvent être flous, peut-être... Et quand j'ai travaillé sur... oui, là, ça s'est produit aussi. Quand j'ai travaillé sur S'enfuir, donc qui est l'histoire d'un gars kidnappé, qui fait 400 pages, qui est vraiment une ambiance assez tranquille. Bon, au bout de 300 pages, je me suis dit, en fait, ça va peut-être être chiant comme album. Donc, j'ai commencé à le faire lire alentour de moi pour avoir une réaction et savoir un peu où je m'en allais. Parce qu'au bout de 300 pages, j'avoue que j'étais un peu perdu. C'était un peu trop gros à gérer. Et voilà, je l'ai fait tourner. Et puis après, je me suis fait mon idée. Il y a un autre élément qui nous rapproche, c'est qu'on est auteur complet, c'est-à-dire on est notre propre scénariste, dessinateur, voire coloriste. C'est-à-dire que quand on va faire notre histoire, à un moment, s'il y a des personnages qui sont en train de se parler dans un couloir, on sait qu'on va devoir le dessiner, et on sait que ça va nous gaver assez vite, donc il va falloir qu'à un moment, il y ait une poursuite ou quelque chose d'autre, parce que ça ne va pas aller. Alors que le scénariste, si c'est juste un scénariste, il va se dire « Non, ils ont des trucs importants à dire », donc il va aligner les trucs, et après, le dessinateur va se débrouiller. Je ne dis pas qu'il n'y a que des mauvais scénaristes qui vont faire ça, mais donc nous, on va éviter ce genre de piège pour essayer que notre côté dessinateur soit un peu plus... être un peu plus sympa avec notre côté dessinateur. On ne va pas se mettre des bâtons dans les roues à s'obliger à dessiner des trucs très pénibles. Guy, pardon. Oui, non, donc je ne sais pas si je peux répondre à ta question, parce que moi, contrairement à mes confrères, je fais des BD quand même assez courtes. Et je fais pas de passages chiants, contrairement et alors, non, mais il y a peut-être des passages chiants, mais en tout cas, je les vois pas. Mais il y en a certainement, hein, je sais pas. Mais effectivement, c'est vrai qu'on essaie de lutter, comme dit Lewis, contre ça en rajoutant des petits artifices, des trucs. Mais c'est vrai qu'un album qui fait 48 planches, comme un album de Dupuis, par exemple, de Spirou, bon, on a plutôt tendance à essayer, au contraire, le truc est super dense et on essaie d'en placer le plus possible. Voilà. Il y a une autre loi que j'ai remarquée dans ce travail-là, c'est que quand on dessine quelque chose ou qu'on écrit quelque chose
qu'on est moyennement convaincu, qu'on dit bon, ça va, ça passe, c'est que ça passe pas. Il faut qu'on ait le réflexe immédiatement en se disant ouais, c'est bon. Le petit côté paresseux en disant ça va aller. Tout de suite, non, c'est que ça va pas. Il faut reprendre, il faut redessiner la case ou les 2 cases précédentes ou recomposer le dialogue. Je crois qu'il faut pas être dupe de soi-même. Je rebondis d'ailleurs, Guy, ce que vous disiez sur S'enfuir. Est-ce qu'à un moment donné, au bout de 300 pages, il y avait aussi un côté exercice de style, au bon sens du terme, dans cet album où vous obligiez à raconter une histoire où il y avait assez peu de dialogue, où c'était un type qui était effectivement dans une pièce et puis il essayait de manger, il essayait de passer le temps, etc. Il y avait aussi ça, spécifiquement pour le coup de la bande dessinée, puisque là, c'était de la mise en case d'une espèce d'attente, comme un exercice. Oui, mais bon, je m'étais fixé au début un chemin, c'est-à-dire que j'allais mettre tout ce que m'avait raconté donc ce Christophe, qui était ce gars qui s'est fait kidnapper, et je voulais le mettre dans l'album, donc je ne savais pas que ça ferait plus de 300 pages. Avoir su, j'aurais peut-être pas. Et à un moment, ça fait plus de 300, ça fait plus de 400, mais je voulais mettre l'histoire au complet, donc c'était le principe dès le départ, donc je l'ai tenu jusqu'au bout. Et puis voilà, et après, la difficulté, c'est de trouver un équilibre entre cette espèce de suspense minimaliste pour que le lecteur tourne la page. Donc voilà, ça c'est la narration d'une façon générale. Il faut toujours trouver un équilibre pour que ça soit. Il y a des moments plus lents, plus rapides, et que tout ça s'équilibre bien. Autre chose qui est un petit peu dans le domaine de l'adaptation, j'ai eu pas mal de bandes dessinées qui ont été adaptées pour la télévision en série télé, comme OVNI qui était avec Fabrice Parme ou Papa raconte avec José Parando. Et sur ces séries-là, j'ai demandé à être le directeur d'écriture sur les 1 ou 2 saisons qu'il y a pu avoir, de façon à éviter de me retrouver avec des scénaristes qui sont un peu toujours les mêmes et qui sont mercenaires pour l'animation télé, pour France Télévisions, pour M6, pour TF1, et qui vont faire des trucs à la chaîne. Et je voulais que les adaptations soient bien faites, intéressantes et qu'elles soient pétillantes. Et c'est pour ça que j'ai demandé à plein de copains dessinateurs de BD de faire des scénarios. Il y a des gens comme Berberian, Boulet, Émile Bravo et plein d'autres qui ont participé à cette adaptation-là. Donc, je dis ça par rapport au niveau d'exigence que je peux avoir par rapport à une adaptation. Je sais qu'il faut... Voilà, c'est aussi une question de confiance et de savoir bien s'entourer. Je pense que quand Arthur se dit voilà, je vais m'engager dans un projet aussi long, c'est qu'il sait qu'il sera bien entouré, qu'il aura une relation de confiance. D'autres questions? Pas au milieu. Ah, c'est qu'au milieu, en fait, c'est ça le truc. Vous faites exprès. Ouais. Ils font exprès. Il y a des questions. Alors là, ça vous êtes pile poil au milieu en plus, donc on ne sait pas d'où vient le micro. Merci de lui. Ah bah voilà, comment on pique le micro. Vous étiez 2 à lever la main en même temps. En vous entendant parler, en fait, il y avait Lewis qui disait qu'il reprochait à certaines BD d'être des téléfilms en images, en fait. Et à côté, il y avait Arthur qui disait qu'il pensait à chacune de ces BD comme un film d'animation, en fait. Et du coup, je voulais savoir comment chacun de vous, en fait, vous fixiez la limite entre une bande dessinée et un storyboard de cinéma en couleur avec des bulles, quoi. Moi, quand j'ai dit ça, c'était principalement par rapport à des histoires réalistes avec des gens qui se parlent, qui se passent pendant la guerre de 40 ou en 60 ou peu importe, mais des trucs qu'on peut refaire assez facilement. Ce que fait Arthur, on ne peut pas le faire facilement en animation ni en prise de vue réelle. Surtout, un storyboard, c'est vraiment un outil c'est une phase du film, mais à regarder. Alors, à part si on adore lire des storyboards, il y a des gens qui achètent des storyboards de Miyazaki ou de films de Pixar, mais un storyboard en soi, c'est assez difficile à lire en fait, de voir les cases qui sont toujours les mêmes, et puis en plus il faut les lire avec un certain rythme, il faut être entraîné pour ça, donc c'est vraiment un truc vraiment très particulier, quoi. Et je pense que de toute façon une BD, voilà, n'est pas un storyboard. Enfin, ce que vous voulez dire, Lewis, je pense que c'était une façon imagée, mais c'est pas un storyboard en soi. Voilà, oui, c'est pas un storyboard en soi, ouais. Parce qu'il y a des bandes dessinées qui ont des systèmes de gaufrier avec des cases similaires. On prend par exemple les Olives Noires de Sfar et Guibert, ou le Chat du Rabbin, c'est toujours des systèmes de 6 cases, mais c'est pas du storyboard du tout. Donc, monsieur.
Oui, en rapport du coup entre la partie BD et animé en tant que support, de par le fait qu'on voit beaucoup plus souvent des séries en BD finalement que des séries de films d'animation, est-ce que du coup la partie en animation va, de par les contraintes budgétaires qu'on a, limiter ce qu'on peut raconter et l'univers et devoir forcément un début et une fin, alors que finalement en BD il y a plusieurs débuts, plusieurs fins et une évolution constante dans le cas d'une série? J'ai pas saisi totalement la question. question. La liberté de narration, c'est-à-dire de ne pas être, j'imagine, limité par que pour les séries d'animation. On n'est que pour les séries d'animation. Enfin, ou même l'animation. Je veux dire, est-ce que dans l'animation, c'est plus compliqué justement de faire une série avec vraiment plein de débuts et plein de fins, on va dire, qui fait une évolution constante, qu'on voit souvent dans les travails de BD sur des œuvres où justement au fur et à mesure les personnages se construisent. Donc tout à l'heure on disait ils évoluent pas, pour moi ils évoluent moins, mais justement de manière plus réaliste en BD qu'en animation. Je pense surtout qu'en France, les chaînes qui financent la plupart des séries animées sont très frileuses et il faut surtout rester dans le cadre. Alors qu'aux États-Unis, ça déboule de partout, il y a tout et n'importe quoi et c'est formidable. Enfin, pas tout n'est pas formidable, mais quand on prend South Park ou les Simpsons, qui durent depuis des années, ou plein de choses plus récentes, en France, on n'a pas ça et on est toujours, enfin, les auteurs ou ceux qui travaillent là sont toujours castrés par les diffuseurs. Donc forcément, ça ne donne pas envie de faire un peu d'expérimentation, de faire plus de séries ou de tout ça. Même généralement, moi je me souviens, j'ai fait il y a une adaptation de La Mouche en 95, je pense, c'était France 3. Ça a eu un grand succès et j'ai dit, c'est bien, alors on fait une deuxième saison. Et ils nous ont dit, oh, non, on ne fait pas de deuxième saison à France Télévisions. Genre, c'est un peu honteux d'avoir un peu de succès. Oui, je voulais rebondir sur cette question, notamment auprès de Arthur. Est-ce que vous auriez aimé faire une adaptation de série de Zombieland plutôt qu'un long métrage, ou vous pensez que le long métrage permet plus de liberté? Alors, une série, oui, mais effectivement, de toute façon, en France, je crois que c'est mort parce qu'il y a... On n'a pas de HBO, on n'a pas et surtout en animation, parce que l'animation ça coûte cher et donc c'est un investissement et c'est vrai que donc les producteurs sont encore plus frileux. Mais en France, les producteurs ne veulent pas faire des séries en feuilleton, c'est-à-dire que généralement les séries d'animation, c'est chaque épisode est indépendant et on peut les mettre dans n'importe quel ordre et on n'est pas du tout obligé de suivre une évolution. Donc à partir de ce moment-là, ça n'a aucun intérêt de faire Zombieland en série si chaque épisode se boucle et repart au début. Donc ça m'intéresserait pas, quoi. Est-ce que tu ne penses pas que l'arrivée d'acteurs comme Netflix ou Amazon ou d'autres choses comme ça, qui viennent aussi en France commencer à faire des productions, ne peuvent pas un petit peu changer les règles du jeu? Ça le change avec Last Man, notamment, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que... mais là, c'est encore autre chose. Mais moi, ça m'aurait évidemment plu de faire quelque chose comme ça. Mais je pense qu'avec la technique qu'on utilise, avec le rendu qu'on utilise, je pense que ça aurait été très, très, très difficile. Parce que ça aurait vraiment, pour le coup, coûté très, très cher. Et en fait, on l'a même pas évoqué. Enfin, la question s'est même pas posée. Mais puis c'est vrai que c'est un investissement. Moi, je préfère à la limite poursuivre la BD, faire à un moment donné un long métrage, et puis ensuite, quitte à en refaire un peut-être plus tard, mais s'investir comme ça dans une série, c'est-à-dire devenir une sorte de showrunner et monter une équipe, ça veut dire vraiment là se lancer dans 10 ans, 15 ans d'affilée, ça me paraît un peu beaucoup. Il y a aussi peut-être une question de prestige, parce que c'est quand même plus classe de faire un film au cinéma que de faire une série télé. Bon, maintenant, faire une série, c'est quand même... quand tu vois certaines séries HBO, oui, mais quand tu l'as fait pour une chaîne française... oui, là, je ne dis rien, mais ouais. Non, enfin, il y en a quelques-unes qui sont bien. Maintenant, avec Canal, il y a quelques bonnes séries françaises. Il faudrait qu'ils s'y mettent. En animation? Non, là, je parle un peu de la série en général. Une ou deux dernières questions, parce que malheureusement, on va devoir se quitter. Bonjour. En fait, je me demandais, certaines de vos bandes dessinées que vous ne voudriez pas du tout adapter, est-ce que quand même vous n'aimeriez pas voir vos personnages bouger du coup? Parce que c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'animation. Je ne sais pas si vous avez quelque chose.
Personnage bougé. Oui, c'est sûr que l'animation rajoute l'illusion. Un peu de vie, quoi, j'imagine. La magie de la vie, ouais, mais en fait, voilà, il y a du plus et du moins. Donc après, il faut pouvoir voir ce qu'on a envie de faire exactement. Et il y a certaines frustrations qu'on peut avoir dans l'animation qu'on n'a pas dans la bande dessinée. Et tout ça est un équilibre à trouver. En fait, moi, voilà, c'est pas quelque chose qui me manque forcément. Mais quand j'ai animé le guide du mauvais père et d'avoir les deux personnages qui bougeaient et qui parlaient, c'est vrai qu'il y a un petit moment où ça devient vivant. C'est toujours assez magique. Mais bon, ça me manque pas assez pour me dire il faut absolument que tout ça soit une série et que ça soit adapté. Je pense que c'est une vue de l'esprit de penser que le personnage va être vivant s'il bouge. Le personnage bouge dans la tête des lecteurs sur une bande dessinée, et c'est pas mieux s'il va bouger en vrai avec un dessin animé. Moi, je crois pas à ça. Surtout qu'il y a aussi une question très pragmatique, c'est que si on fait des dessins animés, ça veut dire qu'on vend nos droits à un producteur, et on vend nos droits pour jusqu'à 70 ans après notre mort, et le producteur va pouvoir faire tout le merchandising qu'il veut, comme il veut, etc. Donc quelque chose qui nous appartenait un petit peu, sur lequel on avait un minimum de contrôle, va partir on ne sait où. Donc tout ça pour voir son personnage prendre vie et faire comme ça. Oui, il faut une bonne raison pour non, mais c'est vrai. Hein, enfin, faut pas juste animer pour animer, quoi. Il faut que ça vienne d'une envie, quoi. Je pense. Madame, ce sera la dernière question, s'il vous plaît. Sorry if I hope you can understand my English. I'm from South Africa, and I'm into comics in both animation, and I find a lot of young people are we struggle to kind of find our voices as storytellers. And I found comics a particularly good way for individuals to practice their voices and practice their own stories and their perspectives. You are all comic artists who've gone over into animation and have adapted your own voices and your own visions into animation. Would you have any advice for young people trying to find themselves and trying to find their confidence in their own stories and trying to find the confidence to bring those stories onto screen? How did you manage your processes? Je crois que le gros souci, c'est... Pardon, pour résumer, c'est juste, Madame demande si vous aviez des conseils pour un jeune auteur qui voudrait adapter son propre travail sur l'écran. Le gros souci des jeunes auteurs qui sortent des écoles, c'est qu'ils ont généralement 23 ans et qu'ils n'ont pas vécu. Donc, c'est dur de dire ça. J'ai 52 ans, je suis vieux con en disant ça, mais moi, à 23 ans, je n'avais pas grand-chose à raconter. Mais on a envie de raconter à cet âge-là. On a envie de montrer, de sortir les dents, de dire je suis capable. Mais avoir des vraies histoires de fond, avec des vrais personnages, des vraies psychologies, il faut quand même avoir vécu, il faut quand même avoir voyagé, bougé, s'être confronté à la vie, s'être cassé la figure. Donc voilà, ce que j'aurais tendance à dire, c'est déjà avoir vraiment quelque chose à raconter. Et après, ne pas forcément avoir besoin des autres. On est dans un monde maintenant où il y a des programmes au niveau de l'animation qui existent, qui ne coûtent pas cher, qui sont même gratuits. Il suffit juste de mettre en adéquation quelque chose, il ne faut pas chercher tout de suite à faire Pixar, il ne faut pas tout de suite chercher à faire des trucs de fou. Il faut se dire, voilà, j'ai des petits moyens, qu'est-ce que je peux faire avec mes petits moyens, mais pour que ce soit bien. Et à partir de là, il y a Internet, il y a plein de choses. On n'est pas obligé d'avoir des chaînes pour faire des trucs. On crée une petite chaîne YouTube ou n'importe quoi, peu importe. Si c'est bon, c'est forcément vu. Si c'est bon, c'est tellement un plaisir à quelqu'un de dire hey, « t'as vu ce truc-là » c'est tellement valorisant de dire « ouais, ce truc-là est incroyable » que ça se diffuse à une vitesse folle. Donc, si un auteur est bon, jeune ou pas jeune, si un auteur est bon, il a les moyens de faire quelque chose de bien, mais il ne faut pas qu'il cherche tout de suite à aller trop loin, trop vite. Il faut connaître ses limites. Voilà, merci. Le conseil du jour, cassez-vous la gueule, quoi, en fait. En gros, c'est ça, Lewis. C'est mon conseil. Après, je pense que Arthur peut dire un truc super drôle et très différent. Mais il va y réfléchir, il vous le dira demain. Voilà. C'est ça. Je fais une conférence pour ça. Merci Guy, merci Lewis, merci Arthur, merci à vous tous et toutes d'être venus et bonne soirée à vous.